est tout juste 19h heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour l'édition de ce vendredi 22 mai 2026. Tout de suite, les titres de l'actualité. Génocide à Gaza, le bilan s'élève à 72 775 martyrs et 172 750 blessés. Et des militants de la flottille Soumoud dénoncent des actes de torture et des abus sexuels. Les détails dans ce journal. Agression sioniste contre le Liban. 4 secouristes sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés dans une frappe aérienne. Algérie Défense, le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengriha préside la cérémonie d'installation du directeur général de la sécurité intérieure. Algérie-Égypte, la réunion tripartite rejette toute forme d'ingérence étrangère dans les affaires libyennes. On fait le point dans ce journal. Et puis cap ce soir sur le parcours de l'ingénieur agronome nigériane Aïcha Oussawa qui illustre la manière dont l'Algérie valorise les talents africains. Portrait dans ce journal. Bonsoir à tous, si vous venez de nous rejoindre, on entame ce journal avec le dossier palestinien, le bilan des victimes de l'agression sioniste contre la bande de Gaza. Depuis le 7 octobre 2023, s'est alourdi à 72 775 martyrs et 172 750 blessés, ont indiqué les autorités sanitaires palestiniennes. Selon les mêmes sources, les hôpitaux de la bande de Gaza ont accueilli au cours des dernières 24 heures 2 martyrs et 27 blessés. Les autorités sanitaires palestiniennes ont également précisé que le nombre total de martyrs depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre dernier atteint 883 martyrs, tandis que le nombre de blessés s'élève à 2648. Elles ont ajouté que 776 corps ont été extraits des décombres. L'observateur permanent de l'État de Palestine auprès des Nations Unies, Riyad Mansour, a appelé à l'ouverture des points de passage et à l'acheminement massif et sans entrave de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, affirmant que rien ne pourrait justifier le châtiment collectif infligé à plus de 2 millions de Palestiniens lors d'une séance du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée à l'évolution de la situation au Moyen-Orient tenue jeudi soir. Mansour a souligné que l'aide humanitaire n'est pas conditionnelle et ne doit pas être utilisé comme moyen de pression ou arme de guerre. Et la Chine a appelé l'entité sioniste à respecter strictement l'accord de cessez-le-feu et à réaliser un cessez-le-feu véritablement durable à Gaza, a déclaré jeudi le représentant permanent de la Chine auprès des Nations Unies, Fu Kang, lors d'une réunion sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne. Depuis la conclusion de l'accord de cessez-le-feu, Israël mène des bombardements et des attaques quasi quotidiens qui ont fait déjà plus de 870 victimes. Toute violation du cessez-le-feu fragilera davantage la situation, déjà précaire, et entraînera la reprise des combats. Toute provocation délibérée ou tout acte d'aventurisme compromettra le processus de négociation et ne servira les intérêts de personne. Nous appelons toutes les parties concernées, et en particulier Israël, à respecter pleinement l'accord de cessez-le-feu et à instaurer un cessez-le-feu véritablement durable à Gaza. Les garants de l'accord et les auteurs influents doivent prendre des mesures plus concrètes pour faire respecter le cessez-le-feu. La solution à 2 États est la seule voie viable pour le règlement de la question palestinienne. Tout accord ou nouveau mécanisme doit respecter le principe du gouvernement palestinien de la Palestine. La volonté du peuple palestinien est promouvoir au lieu de compromettre la solution à 2 États. La communauté internationale doit redoubler d'efforts pour revitaliser les perspectives de la solution à 2 États, rejeter toute action unilatérale qui en a remis en cause les fondements et s'opposer à toute tentative de modifier la structure démographique ou territoriale de Gaza.
Et de graves pénuries de matériel médical empêchent les hôpitaux et centres de santé de fonctionner pleinement. Dans la bande de Gaza, a alerté l'Organisation mondiale de la santé ce vendredi, dénonçant les restrictions des forces d'occupation sionistes sur l'entrée de ces fournitures essentielles. Lors d'un point de presse à Genève, la représentante de l'OMS dans l'État de Palestine, Renhild van de Weert, a expliqué que 53% des hôpitaux, 58% des centres de santé sont opérationnels, mais que partiellement. Et des militants de la flottille Somoud ont dénoncé des actes de torture, des passages à tabac et des abus sexuels subis lors de leur arrestation par les forces d'occupation sionistes. On a été conduit contre notre grille sur un bateau militaire israélien qu'on a baptisé le bateau de la torture, car on nous a torturés sur ce bateau. Dans un premier temps, on nous a retiré nos vêtements chauds. Ensuite, on nous a fait rentrer dans un hangar un par un, durant lequel moi j'ai subi des violences sexuelles et des attouchements sexuels et des violences. J'ai été frappée, giflée, touchée, mis des coups de genoux dans les côtes, on m'a tiré les cheveux, enfin on m'a traumatisée pendant des heures. C'était une torture H24. Il n'y a pas un moment où on se sentait en sécurité, on avait peur tout le temps. On entendait pendant 2 jours et demi, enfin plus, sur le bateau en tout cas, nos camarades arriver bateau par bateau et un par un, on entendait les cris, les hurlements, les coups qu'ils recevaient dans ce conteneur qu'on appelait la chambre noire. Il faut se poser la question, si nous, on a eu le droit à ça, qu'est-ce que le peuple palestinien sont en train de subir? Qu'est-ce que les enfants en train de faire, faire subir? On n'a pas pu supporter 1%. Alors eux, j'imagine que l'horreur, il est pire que nous. Dans le même contexte, un participant à la flottille mondiale Somoud a montré son dos et son bras couverts de contusions après son arrivée à Istanbul jeudi 21 mai, après que l'entité sioniste a intercepté la flottille en Méditerranée orientale. Je crois que j'ai mal aux côtes, mais certains Arabes ou des personnes qui n'ont pas l'air d'Européens blancs sont bien plus malmenés que je ne l'ai été. Je suis heureux d'être de nouveau parmi vous et surtout ne renoncez jamais au combat. On fera peut-être autre chose sur les flottilles plus tard. On peut imaginer d'autres actions, mais il ne faut pas abandonner les Palestiniens. Je vois beaucoup de gens courageux, fiers ou pas, comment dire. Je pense notamment à ce Jordanien qui revenait tout juste, un homme vraiment courageux, qui à chaque fois qu'il était battu revenait. C'était incroyable. Pour moi, c'est déjà assez dur. Direction le Liban, à présent 4 secouristes sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés dans une frappe aérienne menée par les forces d'occupation sionistes ayant visé directement un centre de secours dans la localité de Hawiya au sud du pays, a annoncé ce vendredi le ministère libanais de la Santé. Dans un communiqué, le ministère libanais a indiqué que cette attaque constitue un nouvel épisode dans la série d'agressions systématiques visant les équipes médicales et les secours engagés dans les opérations de sauvetage, d'évacuation des blessés des zones soumises au bombardement continu contre les villages et localités du sud. Justement, le bilan de l'agression sioniste contre le Liban s'élève à 3089 martyrs et 9397 blessés depuis le 2 mars, annoncé jeudi 21 mai le ministère libanais de la Santé. Pour rappel, l'entité sioniste poursuit ses attaques contre le sud du Liban en violation de la trêve entrée en vigueur le 17 avril dernier. Autre information de ce journal, au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengerha, a présidé jeudi soir la cérémonie officielle d'installation du directeur général de la sécurité intérieure, le général-major Zahi Mounir, en remplacement du général-major Haït Warabi. Abdelkader indique un communiqué du ministère de la Défense nationale
nationale. Cette occasion a constitué une opportunité pour le général d'armée pour donner au cadre de sa direction sensible un ensemble d'instructions et d'orientations mettant l'accent sur la nécessité de fournir davantage d'efforts dévoués au service de la patrie et faire preuve d'engagement immuable dans l'accomplissement des missions assignées avec toute la rigueur et la persévérance requise. À l'issue, le général d'armée a supervisé la cérémonie de signature et d'approbation du procès-verbal de passation de consignes avant de signer le livre d'or de la Direction générale de la sécurité intérieure, conclut le communiqué du ministère de la Défense nationale. Au nom de Monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et conformément au décret présidentiel du 18 mai 2026, j'installe officiellement le général-major Zahi Mounir dans les fonctions de directeur général de la sécurité intérieure, en remplacement du général-major Aïtou Arabi Abdelkader. Aussi, je vous ordonne de travailler sous son autorité, de suivre ses ordres et d'exécuter ses instructions dans l'intérêt du service, en application des règlements militaires en vigueur et des lois de la République, et en faisant montre de fidélité au sacrifice de nos vaillants chouhadas et aux valeurs de notre glorieuse révolution. Au volet diplomatique de ce journal, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a pris part jeudi au Caire à la réunion ministérielle du mécanisme tripartite des pays voisins de la Libye aux côtés du ministre égyptien des Affaires étrangères, de la coopération internationale des Égyptiens à l'étranger, Badr Abdelati, et du ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, indique un communiqué du ministère. Cette réunion a permis aux trois ministres de se concerter sur les derniers développements en Libye et d'examiner les perspectives de contribution à la relance du processus de règlement politique dans ce pays. Justement, la réunion ministérielle du mécanisme tripartite des pays voisins concernant la crise en Libye tenue jeudi 21 mai au Caire a réaffirmé son rejet catégorique de toute forme d'ingérence étrangère dans les affaires intérieures libyennes. Le communiqué final qui a sanctionné les travaux de la réunion des ministres des Affaires étrangères d'Algérie, d'Égypte et de la Tunisie sur la Libye a réitéré leur soutien aux efforts de la commission militaire conjointe 5+5 visant à maintenir le cessez-le-feu, à ouvrir pour le retrait de toutes les forces étrangères, des combattants étrangers et des mercenaires du territoire libyen dans un calendrier bien défini en vue de réunir les conditions propices à l'unification des institutions militaires et de sécurité libyennes. Les ministres ont exprimé leurs préoccupations face aux défis sécuritaires auxquels la Libye est confrontée, notamment les actes de violence et les assassinats politiques, renouvelant leur appel à toutes les parties libyennes à faire preuve de la plus grande retenue, à éviter l'escalade et à faire prévaloir l'intérêt national suprême en vue de préserver la sécurité et la sûreté du peuple libyen ainsi que les acquis de l'État. Au terme de leur réunion, les ministres ont souligné la nécessité de poursuivre la tenue de manière périodique des réunions du mécanisme tripartite des pays voisins afin de renforcer la coordination et la concertation concernant les développements en Libye, et convenu que la prochaine réunion se tiendra en Algérie à une date qui sera fixée via les canaux diplomatiques, exprimant leur gratitude à l'Égypte pour avoir accueilli cette réunion. Par ailleurs, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a procédé jeudi soir à l'inauguration du nouveau siège du Centre culturel algérien dans la capitale égyptienne, le Caire. L'inauguration de ce nouveau siège s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des hautes instructions du président de la République algérienne, Abdelmajid Tebboune, visant à réactiver les activités de ce centre culturel de manière à renforcer le rayonnement civilisationnel et culturel de l'Algérie en République arabe d'Égypte, à consolider les liens de fraternité et de rapprochement entre les peuples algériens et égyptiens, ainsi qu'à renforcer les liens de communication et d'attachement entre les membres de la communauté nationale et leur mère patrie.
En Algérie, le recteur Jama' al-Jazair, Cheikh Mohamed Ma'moun al-Qassim al-Husseini, a présidé jeudi soir à Jama' al-Jazair une cérémonie au cours de laquelle le khalifa général de la Faïda Tidjaniya au Sénégal, Cheikh Mohamed al-Mahi Ibrahim Niass, a été honoré. Dans une allocution prononcée à cette occasion en présence de membres du gouvernement, de conseillers auprès du président de la République algérienne, de diplomates accrédités en Algérie, ainsi que de cheikhs de Zawiya, d'imams et de représentants d'organismes nationaux, le recteur du Jama' al-Jazair a affirmé que la distinction du khalife général de la Faïda Tidjaniya au Sénégal, homme de savoir et de clairvoyance, conscient du rôle historique de l'Algérie au service de l'islam et de la langue arabe en Afrique, constituait également un hommage aux valeurs de fidélité spirituelle à l'unité islamique et aux liens deux fois unissant l'Algérie à sa profondeur africaine. Honorer la mémoire du cheikh Mohamed al-Mahi al-Ibrahimi, c'est honorer la fidélité savante, l'amour de la foi, l'unité islamique ainsi que les liens spirituels qui ont, depuis toujours, uni l'Algérie au Sahara et aux autres peuples du continent africain. L'Algérie, sous la conduite de Monsieur le Président de la République, a compris que la sécurité spirituelle constitue une partie indissociable de la sécurité nationale et que la bataille de la conscience est tout aussi importante que celle de la défense. C'est pourquoi elle a fait du renforcement de la référence religieuse nationale ainsi que de la consolidation des liens scientifiques et spirituels avec sa profondeur arabo-islamique un choix stratégique constant. Et dans une allocution lue en son nom par le rapporteur général du Haut Conseil de l'Union islamique africaine, Abdellah Sayed Mouloud Val, le Cheikh Niass a exprimé sa profonde gratitude au président de la République algérienne, Abdelmajid Tebboune, ainsi qu'au peuple et aux autorités algériennes pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne. Nous renouvelons la disponibilité de l'Union islamique africaine et le calife général de la Faïda Tidjaniya afin de renforcer la coopération avec les institutions scientifiques et religieuses algériennes, en particulier la Grande Mosquée d'Alger au service de la valeur de modération de l'unité de la nation. Nous affirmons également que la relation entre l'Algérie et l'Union n'est pas seulement une relation diplomatique et historique, mais aussi une relation affective et fondée sur des valeurs communes, forgées par la gloire et la mémoire, nourrie par l'amour de Dieu et bénie par le témoignage des savants vertueux à travers les générations. Cap ce soir sur le parcours de l'ingénieure agronome nigérienne Aïcha Oussawa qui illustre la manière dont l'Algérie valorise l'État nord-africain et souligne la profondeur des relations algériennes avec les pays du continent africain. C'est un portrait signé Safwan Ben Sabri. Entre les allées du Salon international de l'agriculture, Aïcha Oussawa se tient fièrement en présentant ses produits issus d'une coopérative composée de 40 femmes au Niger. Son histoire commence il y a plus de 2 décennies en Algérie, lorsqu'elle arrive en tant qu'étudiante, en quête de savoir. 22 ans plus tard, Aïcha est ingénieure agronome spécialisée en nutrition humaine et en technologie des industries alimentaires. Elle est diplômée de l'École nationale supérieure agronomique d'Alger. Donc après 22 ans d'absence, je suis revenue au Niger, en Algérie plutôt. Alors que je suis venue à cette foire, je suis la présidente d'une société coopérative de 40 femmes. Donc nous travaillons dans le domaine agroalimentaire. Aïcha estime que l'Algérie possède une expertise considérable dans les industries alimentaires, notamment dans le domaine des pâtes et des matériaux d'emballage, qui constitue une préoccupation pour les fabricants au Niger. L'Algérie a un savoir-faire important en ce qui concerne les pâtes alimentaires, le couscous, les emballages. C'est un problème crucial. Chaque entreprise qui sont au Niger, nigériennes, qui sont dans l'agroalimentaire, c'est un problème crucial. Et moi, je pense qu'avec la coopération nigéro-algérienne, on peut faire beaucoup. Vous pouvez nous industrialiser et nous pouvons vous apporter des produits locaux qui sont des trésors pour vous. C'est dans la gratitude qu'Aïcha évoque l'Algérie, plus qu'un pays d'accueil durant ses années d'études. C'est une seconde patrie qui lui a donné l'accès à un savoir qu'elle valorise aujourd'hui. À remercier l'Algérie
C'est ma deuxième partie, je vous le dis, très haut. Elle m'a aidé à être ingénieur agronome. Elle m'a donné ce savoir-faire que je suis en train d'exploiter au Niger. Aïcha est un exemple vivant du potentiel intra-africain, de l'échange de savoir et de l'investissement dans la jeunesse africaine pour faire face aux défis de son Afrique. Et dans le reste de l'actualité de ce journal, le président russe Vladimir Poutine a déclaré vendredi 22 mai que les forces ukrainiennes avaient délibérément attaqué un dortoir d'étudiants dans la région de Louhansk pendant la nuit. Poutine a déclaré qu'au moins 6 personnes avaient été tuées, 39 blessés et 15 portés disparus. La nuit dernière, le régime néo-nazi qui a pris le pouvoir à Kiev a lancé une attaque terroriste contre la résidence étudiante de l'école normale de Starobilsk. C'était pendant la nuit, alors que les étudiants dormaient. Selon les informations que j'ai suivies en direct du chef de la République populaire de Lugansk, Leonid Ivanovich Pasechnik, du ministre de la Défense, du ministre des Situations d'urgence et du directeur du FSB, nous savons pour l'instant que 6 personnes ont été tuées, 39 blessés et 15 portés disparus. Les opérations de déblaiement étant toujours en cours. Autre actualité de ce journal, le secrétaire d'État américain Marc Rubio parle des avancées concernant les négociations entre l'Iran et les États-Unis en amont de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN en Suède ce vendredi 22 mai. There's more work to be done, but look, yeah, there's been some, and that's a good sign. I'm glad they said that. We're not there yet. I hope we get there. The president would prefer to. There's been some progress. I wouldn't exaggerate it. I wouldn't diminish it. J'ai dit la même chose. Je n'arrive pas à croire que j'ai dit la même chose que les Iraniens. Il y a eu des progrès, je ne les exagérerai pas, je ne les minimiserai pas. Il reste encore du travail à faire, mais oui, il y a eu. C'est bon signe, je suis content qu'il l'ait dit. Nous n'y sommes pas encore, j'espère que nous y arriverons. Le président préférait conclure un bon accord, mais vous m'avez demandé si j'étais optimiste. Je ne dirais pas que je suis optimiste ou pessimiste. Nous allons réagir en fonction des faits, tels qu'ils se présentent et tels qu'ils apparaissent. Le président a donc clairement indiqué que ses priorités sont claires. L'Iran ne doit jamais posséder l'arme nucléaire. La question de l'uranium hautement enrichi doit être abordée. Son sort doit être réglé. Et bien sûr, la question d'un futur enrichissement doit également être traitée. Direction l'Espagne à présent, la police espagnole a saisi 30 tonnes de cocaïne à bord d'un navire au large des îles Canaries et a arrêté les 23 membres d'équipage dans le cadre de la plus importante saisie de drogue jamais réalisée en Europe, a déclaré la haute cour, soit plus le double du précédent record espagnol. 17 membres d'équipage originaires des Philippines, tandis que les 6 personnes retrouvées cachées à bord étaient originaires des Pays-Bas et du Suriname. Le tribunal a ordonné le maintien en détention de l'équipage sans possibilité de libération sous caution, invoquant la gravité des infractions présumées, le risque de fuite et la probabilité de nouvelles activités criminelles pendant la durée de l'enquête. Et un mot de culture avant de clôturer ce journal. Alger Carrefour pour les scènes électroniques méditerranéennes. La première édition de la conférence méditerranéenne de musique électronique se tient en Algérie du 21 au 23 mai. Par cette initiative, Alger confirme plus que jamais son ambition de s'imposer comme une capitale culturelle émergente et un acteur incontournable de la nouvelle scène électronique méditerranéenne. Fula Helali était présente pour nous à cet événement. Regardez. Vous participez sans changer, eh bien... Au cœur du jardin d'essai d'Al-Hamma, entre patrimoine naturel et création contemporaine, Alger accueille la première édition de la Mediterranean Electronic Music Conference, un rendez-vous inédit qui met en lumière une autre image de l'Algérie, jeune, créative et ouverte sur les cultures méditerranéennes et sur le monde. La Méditerranée, c'est le grand espace entre l'Europe et l'Algérie, avec toute la culture commune, l'espace commun, la civilisation commune qu'on a eue autour de la Méditerranée. Et il y a beaucoup de choses qui continuent à nous rassembler. Et bien maintenant, c'est la musique électronique. C'est quelque chose qui paraît un peu particulier, mais c'est très important. On en fait en Europe, ici en Algérie, il y a des fusions. Donc c'est ça le message, ça nous rassemble et c'est un langage commun.
Entre échanges artistiques et performances, la Mediterranean Electronic Music Conference met à l'honneur une scène musicale algérienne dynamique en pleine évolution. Au cœur des discussions, la manière dont les sonorités électroniques peuvent dialoguer avec le patrimoine musical traditionnel et offrir une nouvelle lecture des identités méditerranéennes plurielles. De participer, elle me donne envie de rajouter, je ne sais pas moi, une grosse sub-bass par exemple par en dessous. Ça bien que qu'il y ait un petit peu une incitation, qu'il y ait un encouragement d'aller dans ce sens, de faire des musiques pas forcément commerciales, pas forcément choses qui font, mais une autre forme d'expression que la forme d'expression habituelle, un orchestre, un chanteur. Là, j'ai l'impression que non seulement les jeunes ils s'intéressent à ça, cette initiative elle est superbe, Arslan et tout son équipe. Ils ont eu une superbe idée. En plus, ils nous ont réunis avec Safi, avec Idriss, avec Algérian Techno. C'est vraiment chaba. En plus, هنايا في le jardin d'essai, on a Maqam Shahid en face. C'est formidable, je trouve. Je suis sûr que c'est la première conférence au niveau africain qui est aussi compacte et solide. Donc pour moi, c'est un honneur d'y participer, d'être un des ambassadeurs et de venir. Entre modernité, créativité et ouverture culturelle, la Mediterranean Electronic Music Conference ambitionne d'inscrire durablement l'Algérie sur la carte des grands rendez-vous électroniques en Méditerranée. Pour en faire un instrument qui leur correspond. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Excellente soirée à tous et à très bientôt.